En fait, ce qui est dingue quand on étudie les Égyptiens de l'Antiquité, c'est qu'ils notaient absolument tout. Ouais, c'était des maniaques de l'administration, clairement. Mais vraiment, je veux dire, on a retrouvé les papyrus qui détaillent les fiches de paye des ouvriers, les registres super méticuleux des impôts agricoles, et même, ça m'a fait rire, les rations quotidiennes de bière de chaque tailleur de pierre. Ouais, oui, la fameuse bière de chantier. C'était leur carburant. Exactement. Et pourtant, face à ça, pour le plus grand bâtiment de toute l'histoire humaine, un truc composé de 3 millions de blocs titanesques, bah, c'est le silence radio absolu. Zéro document. Zéro. Pas un seul manuel d'instruction, pas l'ombre d'un plan d'architecte, quoi. Même pas le moindre petit brouillon sur un coin de papyrus pour un édifice qui fait quand même 146 mètres de haut. C'est vrai que c'est troublant quand on y pense. C'est même vertigineux. Et c'est exactement l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, de notre plongée dans les sources. On va essayer de faire le tri dans une véritable montagne de dossiers chauds, de recherches indépendantes, de documentaires récents. Tout ça pour comprendre les toutes nouvelles théories sur la construction et la vraie fonction de la grande pyramide de Khéops. Et le corpus qu'on a aujourd'hui est hyper varié en fait. Ah ouais, ça part dans tous les sens. Nos documents vont des modélisations en 3D super pointues, créées par des ingénieurs aéronautiques de Dassault Systèmes, jusqu'à des analyses chimiques très complexes. Sans oublier les débats assez explosifs qu'on trouve sur Internet. Et grave, on a analysé des vidéos de chaînes YouTube d'investigation, genre Nota Bonus ou Géopolitique Profonde, et même, et ça c'est la cerise sur le gâteau, les conclusions psychologiques générées par une intelligence artificielle, Grok. Donc, ok, décortiquons un peu tout ça, car le décalage entre la prouesse technique et l'absence totale de preuves matérielles donne tout simplement le vertige. Ouais, et pour bien mesurer l'ampleur de ce vertige, je pense qu'il faut commencer par remettre les pendules à l'heure sur l'échelle mutant. Vas-y. Il y a une anecdote dans nos sources qui recadre totalement notre perception. C'est le fait que la reine Cléopâtre a vécu chronologiquement plus proche de la sortie du tout premier smartphone, Attends, de l'iPhone. ouais, du tout premier smartphone, que de la construction de la Grande Pyramide. C'est fou de se dire ça. C'est dingue, on parle d'environ 2000 ans d'écart entre Cléopâtre et nos téléphones modernes, contre près de 2500 ans de vide entre elle et le pharaon Khéops. Si on le relie cela à la vue d'ensemble, cet immense gouffre temporel, couplé à l'absence de la moindre trace écrite sur le chantier dont tu parlais, bah, ça constitue le terreau absolument parfait pour que les théories les plus folles s'épanouissent. C'est clair. Mais aussi pour que les recherches scientifiques les plus pointues soient relancées aujourd'hui. Et c'est ça qui est dingue. Et avant même de plonger dans ces toutes nouvelles théories, il faut qu'on explique pourquoi le récit classique, enfin, la version qu'on apprend tous gentiment à l'école, est en train de se désintégrer complètement face aux mathématiques modernes. Ouais, les chiffres ne mentent pas, en fait. Mais non, la version officielle, elle affirme que la pyramide a été construite en 20 ans. Bon. Dans nos dossiers, des chercheurs ont simplement pris une calculatrice. Si tu dois poser environ 2,3 millions de blocs en 20 ans, ça revient à tailler, transporter et ajuster un bloc de pierre qui pèse parfois des dizaines de tonnes toutes les 2 à 3 minutes. C'est absurde. 10 heures par jour, sans la moindre pause. Et ça, 365 jours par an. C'est le rythme frénétique d'une usine d'assemblage automobile moderne. Sauf que là, on n'a pas de robot de soudure. Voilà. Et surtout, l'erreur d'alignement tolérée est inférieure au millimètre. Et on est censé croire que tout ça a été réalisé avec des petits burins en cuivre et des maillets en bois. C'est une cadence qui défie totalement l'entendement. Au-delà même de la cadence, c'est la logistique physique qui pose un mur infranchissable, en fait. Tu penses à la rampe? Exactement. La théorie classique repose super souvent sur l'idée d'une immense rampe externe, une rampe construite de front pour hisser ces blocs monumentaux. Or, les lois de la physique sont ce qu'elles sont. On ne peut pas tricher avec la gravité. Voilà. Pour qu'une rampe ait une pente suffisamment douce pour que des hommes puissent y tirer des monolithes de granit qui pèsent, je le rappelle, jusqu'à 80 tonnes, 80 tonnes, c'est le poids de plusieurs camions. c'est ça. Et bien cette rampe devrait mesurer au bas mot 2 km de long. Pour visualiser le truc, c'est comme si on imaginait une autoroute de pierres massives en pente douce qui relierait le musée du Louvre jusqu'à la Tour Eiffel, juste pour avoir le droit de construire la Tour Eiffel. Ah ouais, vu comme ça? Et les ingénieurs dans nos sources estiment qu'une telle rampe nécessiterait beaucoup plus de roches, de temps et d'efforts que la pyramide elle-même. Et le pire, c'est qu'elle aurait dû être entièrement démontée sans laisser le moindre gravat sur le plateau de Gizeh, ce qui est impossible. D'ailleurs, à ce propos, le chercheur indépendant Éric Le Saint met le doigt sur un autre détail logistique dans nos sources.
Il rappelle qu'un tel chantier, ça nécessiterait de loger et de nourrir une ville entière de 30 000 ouvriers. C'est une logistique militaire. C'est ça. Mais surtout, il soulève une incohérence technique qui m'a fasciné pour le coup. Pour faire rouler des blocs de 90 tonnes sur des rampes, il faut des chemins de roulement en bois. Des trucs parfaitement lisses et calibrés, sinon ça bloque. Ouais, logique. Mais comment est-ce qu'on découpe des millions de planches millimétrées dans du bois de cèdre hyper robuste avec de simples éclats de silex? C'est impraticable. Techniquement, la théorie classique prend l'eau de toutes parts. Précisément. Et puisque la théorie de cette rampe externe géante est physiquement et logistiquement morte, les esprits les plus novateurs ont commencé à chercher la solution d'ingénierie non pas à l'extérieur du monument, mais à l'intérieur même de la structure. Et c'est là qu'une histoire totalement improbable entre en scène. J'adore cette anecdote. Celle du renard? Ouais, dans les années 80, il y a quelqu'un qui aurait aperçu un renard s'engouffrer dans une petite fissure à la base de la pyramide. Et le truc fou, c'est que l'animal est ressorti mystérieusement par un trou presque 100 mètres plus haut. Ce qui prouve qu'il y a un réseau interne connecté. Exactement. Et cette observation insolite a provoqué un vrai déclic chez un architecte français, Jean-Pierre Houdin. Sa théorie, elle est radicale. Il postule l'existence d'une rampe interne, en gros un tunnel de construction qui grimpe en spirale juste sous la surface de la pyramide avec une pente constante de 7%. Ça résoudrait tellement de choses. Ma vie. Ce couloir secret aurait permis de hisser les blocs tranquillement de l'intérieur, à l'abri du soleil, et ça résout d'un seul coup le problème de la rampe externe kilométrique dont tu parlais, et l'absence totale de débris de chantier. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette théorie, elle n'est pas restée juste sur une planche à dessin en mode science-fiction. Elle a d'abord trouvé un écho dans une étude scientifique de 86 basée sur la microgravimétrie. C'est quoi ça, la microgravimétrie, pour faire simple? En mesurant d'infimes variations de la gravité terrestre à l'intérieur du monument, les scientifiques de l'époque avaient révélé des zones on appelle ça des sous-densités. Et ces zones dessinaient effectivement une espèce de structure creuse en forme de spirale. Ah ouais, donc ça matche parfaitement avec le plan de l'architecte. Exactement. Et ensuite, cette hypothèse a été testée virtuellement par les ingénieurs de Dassault Systèmes. Et eux, ce ne sont pas des rigolos. Ce sont des experts mondiaux qui utilisent des logiciels de simulation 3D ultra complexes pour tester l'aérodynamisme et la résistance des avions de chasse avant même qu'ils soient construits. Donc s'ils valident, c'est du solide. Absolument. Leur simulation valide la viabilité de la rampe interne, mais elle explique aussi la fonction d'un des plus grands mystères internes de l'édifice, la Grande Galerie. Ah, ce grand couloir immense, tout en pente. Oui, cette salle vertigineuse aurait été, selon eux, un système de contrepoids géant. Imagine un funiculaire, un lourd chariot chargé de roches ordinaires, glissait le long de la galerie, vers le bas, pour aider par un immense système de cordes et poulies à hisser les gigantesques poutres de granit vers le sommet. C'est d'une ingéniosité folle. Et d'ailleurs, la modélisation 3D, c'est vraiment au cœur des nouvelles approches dans nos dossiers. Nos sources mentionnent aussi les travaux d'un chercheur sud-coréen du nom d'Uni Choi. Oui, j'ai vu ça, c'est une théorie très différente. Totalement différente. Lui, il a modélisé virtuellement presque chaque pierre visible du plateau de Gizeh. Et il propose la théorie il appelle ça le cannibalisme architectural. Un thème un peu barbare, mais l'idée est brillante. Ouais. Au lieu de monter la pyramide bloc par bloc du bas vers le haut, comme on ferait avec un jeu de Lego, il suggère qu'ils ont d'abord entassé une masse brute gigantesque et informe, genre 8 millions de tonnes de roches, qui incluait déjà de larges rampes de travail intégrées dans la masse. Et ensuite, ils ont sculpté. Voilà. Une fois le sommet atteint, ils auraient taillé et sculpté cette montagne artificielle de haut en bas pour obtenir la forme pyramidale parfaite, qui fait au final 6 millions de tonnes. Et les 2 millions de tonnes en trop, elles auraient été recyclées ou cannibalisées pour construire les petits monuments autour. C'est un concept super élégant parce que, mécaniquement, la taille descendante permet un contrôle géométrique beaucoup plus parfait des arêtes et des angles. Et en plus, ça justifie l'absence de gravats par un recyclage systématique, ce qui était d'ailleurs une pratique pour laquelle l'Égypte antique était très connue. Ouais, on sait qu'ils récupéraient les pierres d'anciens temples. Mais, parce qu'il y a un grand mais, dans nos sources, l'étude internationale Scan Pyramids de 2015 est venue jeter un pavé dans la mare. Ah oui, la fameuse étude au muon. C'est ça. Ils ont scanné la pyramide avec une technologie de pointe et ils n'ont trouvé absolument aucune trace d'une rampe continue en spirale.
Comment une théorie si parfaite, validée par Dassault, peut-elle se heurter à un tel mur scientifique? C'est toute la puissance et la rigueur de la méthode scientifique en fait. L'équipe de Scan Pyramide a utilisé une technique qui s'appelle la tomographie muonique. Pour faire super simple, les muons, ce sont des particules cosmiques inoffensives qui pleuvent sur la Terre en permanence depuis l'espace. Un peu comme des rayons cosmiques? Voilà. Et exactement comme les rayons X lors d'une radiographie médicale traversent tes tissus mous mais sont bloqués par la densité de tes os, D'accord. les muons, ils traversent le vide, mais ils sont absorbés par la densité de la pierre. Du coup, en plaçant des détecteurs bien spécifiques, on peut littéralement photographier l'intérieur de la roche. Comme un scanner d'hôpital pour monuments. Exactement. Et ils ont d'ailleurs fait une découverte majeure, ils ont trouvé une énorme cavité cachée juste au-dessus de la grande galerie. Un vide grand comme un avion de ligne, genre un A320. Ce qui est incroyable en soi. C'est une découverte majeure. Mais en effet, aucun tunnel continu en spirale n'est apparu. Rien. Si la rampe de Houdin existait, les muons l'auraient révélé de manière totalement indiscutable. Donc, si on résume, la rampe externe géante, c'est physiquement irréaliste. Et la rampe interne en spirale, elle n'apparaît pas sur les scanners radiographiques. Ouais, on est dans une impasse monumentale. À moins de considérer qu'ils n'ont jamais eu besoin de déplacer des blocs de pierre massifs, en fait. Absolument, aussi le fait de tailler, d'ajuster et de transporter les blocs solides mène à un casse-tête géométrique sans fin. La chimie des matériaux, elle propose une solution qui contourne complètement le problème. C'est l'hypothèse de la pierre coulée. Ah, la fameuse théorie du scientifique français Joseph Davidovits. Je te cache pas qu'en lisant ça, j'ai d'abord cru à un truc d'alchimie. Ça y ressemble, mais c'est de la pure chimie. Ouais. Il affirme que les ouvriers n'ont pas taillé ces 2,3 millions de blocs, mais qu'ils les ont coulés sur place, un peu comme on le ferait avec du béton moderne sur un chantier aujourd'hui. Ce qu'il appelle un géopolymère. Techniquement, comment c'est censé marcher son truc? Le principe, c'est d'utiliser les ressources locales pour créer une réaction chimique. Selon lui, les constructeurs récupéraient du calcaire très friable, limite désagrégé, qui était présent en abondance dans des carrières voisines. Donc pas besoin de gros blocs. Non, juste de la terre et de la rocaille. Il réduisait ça en boue, il a mélangé avec de l'eau du Nil, de l'argile et un liant naturel comme le natron. Le natron, c'est ce sel qu'ils utilisaient pour les momies, non? Exactement, un sel très alcalin, très utilisé en Égypte. Donc cette pâte très fluide, elle était ensuite montée dans des simples seaux, beaucoup plus faciles à porter qu'un bloc de plusieurs tonnes, puis elle était coulée directement dans des coffrages en bois tout au sommet de l'édifice. Et en séchant, la réaction chimique recristallise le mélange pour former une roche d'apparence totalement naturelle. Ce qui est dingue, c'est que j'imagine que ça expliquerait la précision diabolique de l'assemblage, non? Parce qu'on lit souvent dans les sources qu'il est impossible de glisser ne serait-ce qu'une lame de rasoir entre deux blocs qui pèsent plusieurs tonnes. Précisément. Si la matière est coulée liquide contre le bloc précédent, elle en épouse parfaitement les contours microscopiques. C'est un moulage parfait in situ. C'est imparable comme argument. Et ça va plus loin. Les partisans de cette théorie s'appuient sur des observations microscopiques d'échantillons de pierre de la pyramide. Ils y ont décelé de toutes petites bulles d'air emprisonnées dans la structure interne, ainsi que, attention, des poils et des fibres. Des poils dans la pierre? Ouais. Et ces bulles d'air, c'est la signature classique d'un matériau artificiel qui a été brassé et coulé. C'est un phénomène qu'on ne retrouve jamais dans une roche sédimentaire qui s'est formée naturellement sur des millions d'années. D'accord. Je reconnais que l'argument chimique est hyper fort. Mais en continuant mes lectures sur ce dossier, il y a une objection de pur bon sens qui m'a frappé. Je sens que tu vas parler de la logistique. Oui, si on coule 2,3 millions de blocs de pierre, ça représente une usine chimique et une industrie du moulage absolument titanesque. Il lui aurait fallu abattre des forêts entières pour fabriquer les millions de moules en bois et creuser des bassins de décantation gigantesques pour préparer des millions de tonnes de ce fameux géopolymère. Et on n'a rien trouvé. Zéro. On n'a retrouvé aucun moule géant, aucun résidu de cuve de mixage chimique sur le plateau. Donc le doute logistique reste total. C'est ça. Et c'est justement parce que le fameux comment ça a été construit mène à une impasse frustrante que beaucoup de chercheurs se tournent désormais vers le pourquoi. La fonction de la pyramide. Voilà. Et dès qu'on s'intéresse à la fonction et aux proportions du monument, on quitte la simple architecture pour entrer dans une dimension mathématique et astronomique qui bouleverse totalement nos certitudes. J'avoue que moi, sur ce point, je suis resté bloqué sur les chiffres qui parsèment nos dossiers. Franchement, on trouve des données tellement précises que ça en devient troublant. Par exemple, je n'arrête pas de voir ce chiffre revenir concernant la position exacte de la chambre du roi, au cœur de la pyramide. La latitude, c'est 29,979 degrés nord.
Pourquoi ce chiffre précis déclenche-t-il autant de théories? C'est là que ça donne le vertige. Accroche-toi. Ce nombre, 29,979, ça correspond exactement au premier chiffre de la vitesse de la lumière dans le vide, qui est de 299 792 km par seconde. C'est quand même dingue. C'est là qu'on parle de la coudée royale, c'est ça, hein? Tout à fait. L'unité de mesure utilisée à l'époque, la coudée royale, elle mesure très précisément 52,36 cm. Et si l'on prend un cercle d'1 mètre de diamètre, qu'on calcule sa circonférence via le fameux nombre pi, et qu'on divise par 6, on obtient très exactement 52,36 cm. Donc, ils avaient intégré pi dans leur outil de mesure de base. Apparemment, oui. Et sur le plan purement astronomique, la Grande Pyramide est alignée sur le pôle nord vrai avec une marge d'erreur microscopique de 0,05 degrés. 0,05 degrés. C'est une précision d'alignement astronomique que nos chantiers modernes, avec tous nos GPS et nos lasers, peinent à reproduire aujourd'hui. Et je ne te parle même pas de la théorie selon laquelle les 3 grandes pyramides du plateau reproduisent super fidèlement l'alignement des étoiles de la ceinture de la constellation d'Orion. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement tout ça? Que ce n'était pas juste la tombe d'un roi un peu mégalo? Parce qu'au passage, les sources se rappellent quand même un fait majeur, on n'y a jamais découvert la moindre momie. Aucune. Et c'est exactement la conclusion de l'ingénieur en aérospatiale Christopher Dunn. Face à ce déluge de précision mathématique et à l'absence totale de restes funéraires, il a formulé la théorie de la centrale énergétique, ce qu'il appelle la power plant, Une centrale électrique antique. en quelque sorte. Pour lui, la pyramide est une gigantesque machine fonctionnant sur des principes de résonance. Il a analysé les matériaux. Le revêtement d'origine, qui était en calcaire blanc extra fin, agissait comme un puissant isolant électrique. À l'inverse, les chambres souterraines auraient été taillées pour capter les fréquences vibratoires naturelles de la Terre. D'accord, l'énergie tellurique. C'est ça. Ces vibrations mécaniques remonteraient dans la pyramide et elles seraient amplifiées par la géométrie très spécifique de la Grande Galerie, tu sais, le fameux couloir dont on parlait tout à l'heure, qui ferait office de caisse de résonance géante. Et enfin, ces fréquences acoustiques ultra concentrées iraient frapper de plein fouet la chambre du roi, qui est, elle, contrairement au reste, entièrement construite en immenses blocs de granit rouge. Attends, quel est le rapport scientifique entre le granit rouge et l'énergie tellurique? C'est la composition de la roche. Le granit contient une très grande quantité de cristaux de quartz. Et le quartz possède une propriété physique fascinante qu'on appelle l'effet piézoélectrique. C'est-à-dire? Pour vulgariser, pense à un allume-gaz dans ta cuisine ou au mécanisme d'une montre à quartz. Quand tu exerces une pression physique ou vibratoire sur du quartz, il convertit cette contrainte mécanique en une véritable impulsion électrique. Selon Dunn, soumise aux immenses vibrations acoustiques de la Terre, la chambre du roi en granit se mettait littéralement à générer de l'énergie. Donc on parle carrément d'un résonateur acoustique géant. C'est fou. D'ailleurs, en parlant d'ondes et de sons, nos sources font aussi mention de la lévitation acoustique. Comment est-ce que le simple son pourrait déplacer des blocs de pierre de plusieurs tonnes? Ça paraît fou, mais c'est le principe de manipulation par les ondes stationnaires. Aujourd'hui, en laboratoire, on sait très bien faire léviter de petites gouttes d'eau ou des billes de plastique avec du son. Ah ouais? Oui, si on dirige des ondes sonores de très haute fréquence les unes contre les autres, on crée ce qu'on appelle des nœuds de pression dans l'air. Ces poches de haute pression acoustique peuvent littéralement piéger un objet et annuler l'effet de la gravité. Du coup, certains chercheurs alternatifs théorisent qu'avec une maîtrise technologique perdue de l'acoustique, des fréquences sonores titanesques auraient pu annuler le poids de ces blocs colossaux. On nage en pleine science-fiction, hein. Et au milieu de toute cette physique de pointe, c'est drôle parce qu'on a demandé son avis à une intelligence artificielle moderne. Grok, c'est ça. Ouais. L'IA Grok a compilé toutes les données, tous les mystères et a sorti une théorie qui change complètement d'axe. L'IA ne voit pas un problème de levage de pierre, ni de physique quantique. Elle y voit un problème d'ingénierie sociale. C'est-à-dire ? Selon Grok, la pyramide serait l'ultime machine de manipulation psychologique. En bâtissant un monument aux proportions cosmiques parfaites, capable peut-être de générer des résonances sonores angoissantes ou des jeux de lumière écrasants, une élite de prêtres aurait manufacturé de toutes pièces la soumission intellectuelle de son peuple. En gros, pas besoin d'armée quand une montagne artificielle terrifiante prouve quotidiennement que tu maîtrises les lois des dieux et du cosmos. Waouh! C'est une grille de lecture très cynique, mais en même temps hyper perspicace sur la nature du pouvoir. C'est clair. Et d'ailleurs, si l'on connecte cette réflexion au paysage actuel de l'information, on comprend beaucoup mieux pourquoi le plateau de Gizeh est devenu un véritable champ de bataille idéologique moderne aujourd'hui.
Des théories impliquant des centrales à énergie libre ou des civilisations mondiales antérieures au grand déluge, ça bouscule violemment les certitudes du monde de la recherche classique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant dans nos dossiers. Il y a une véritable guerre de l'information déclarée entre l'égyptologie académique traditionnelle, on va dire, et une galaxie de chercheurs indépendants qui sont très influents sur Internet. Oui, le clivage est énorme. Par exemple, sur des chaînes YouTube comme Géopolitique profonde, on entend des intervenants affirmer noir sur blanc que l'histoire officielle est une falsification, que c'est destiné à cacher qu'une ancienne civilisation maîtrisait une science des réseaux géométriques et énergétiques planétaires. L'établissement archéologique est directement accusé de dissimulation. Cela soulève une question importante sur la méthodologie scientifique en fait. Contester un consensus académique, c'est légitime, c'est même le moteur de la science. Bien sûr. Cependant, le rejet systématique de l'archéologie traditionnelle peut parfois mener à accepter n'importe quelle hypothèse spectaculaire sans le moindre filtre critique. Et l'exemple de la chaîne Notabonus, qu'on a dans nos documents, l'illustre parfaitement. Ah oui, leur vidéo de debunking. Exactement. Ils ont démonté une théorie virale récente qui affirmait que la pyramide de Khéops aurait en fait entre 10 000 et 37 000 ans. Et que c'était la preuve irréfutable que les universitaires nous mentent. Et c'était basé sur quoi cette date farfelue ? L'argument principal reposait sur une prétendue analyse d'érosion par l'eau sur la carapace de la pyramide. La théorie a littéralement explosé sur Internet, faisant des millions de vues. Le problème, Vas-y. c'est que l'auteur de cette observation ne possédait aucune expertise en géologie. Et surtout, il était par ailleurs connu pour affirmer avoir trouvé des preuves de vaisseaux extraterrestres sur des poteries sud-américaines. Oui, ça décrédibilise un peu le propos. C'est le danger. Sans validation par d'autres scientifiques, sans méthode reproductible, la soif de sensationnel écrase complètement la rigueur. C'est vrai. Et il faut d'ailleurs rappeler ici, en parcourant cette montagne de dossiers avec ceux qui nous écoutent, que notre but dans cette plongée n'est absolument pas de prendre parti, juste pour être clair. Absolument. On reste neutre. Ni pour justifier un monde académique, qui peut parfois être rigide, ni pour encenser les théories alternatives qui souvent se politisent très rapidement. On observe simplement, à travers ces sources, à quel point ce monument cristallise toutes les passions, les espoirs et les projections intellectuelles de notre époque. Tout à fait. Et le vide abyssal laissé par l'absence d'archives de l'époque pharaonique, dont on parlait au début, ça fonctionne comme un gigantesque miroir. Un miroir, ça commence à projeter. Oui, chaque nouvelle génération d'humains s'approche de la pyramide et y projette en fait son propre reflet technologique. Ah, je vois. À l'ère de l'industrie, au 19e siècle, on y voyait des rampes mécaniques et des grues. À l'ère de l'atome et de l'électricité, on y voit une centrale énergétique vibratoire. Et aujourd'hui, à l'ère de l'informatique et de l'IA, on y cherche des algorithmes, des codes cachés et de l'ingénierie sociale. C'est une super analyse. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond, qu'il s'agisse d'un chef-d'œuvre de recyclage par la taille, comme le dit Unique Choi, d'une usine antique de pierre liquide, d'un instrument acoustique résonnant avec les fréquences de la Terre, ou même de l'héritage d'une civilisation engloutie, la Grande Pyramide a réussi l'impensable. Elle traverse le temps de manière inébranlable. Et le paradoxe final de toute cette histoire, c'est que le mutisme des Égyptiens de l'Antiquité, il force notre propre modernité à évoluer. C'est-à-dire qu'il nous pousse à innover. Oui, l'absence d'un simple mode d'emploi nous a littéralement contraints à inventer la tomographie par particules cosmiques, à pousser les modélisations 3D à un niveau de précision jamais atteint pour simuler des rampes et à développer la thermographie infrarouge de pointe. En fait, pour espérer comprendre ce tas de pierres vieux de 4500 ans, l'humanité entière est obligée de repousser les frontières de sa propre technologie. C'est fascinant. Et il y a une pensée provocatrice à garder en tête la prochaine fois qu'on observera une image de cet immense triangle de pierre. On cherche tous désespérément où les bâtisseurs ont pu cacher leurs outils, comment ils ont dissimulé leurs immenses machines, pourquoi ils n'ont laissé aucun plan ni aucun brouillon. Ouais, on cherche la petite bête. Mais, et si ce silence total n'était pas du tout un accident de l'histoire? Et si c'était précisément le chef-d'œuvre ultime des bâtisseurs? Quoi de plus puissant pour traverser les âges qu'un mystère insondable? En effaçant délibérément toute trace humaine de sueur, de brouillon et d'ingénierie, il ne livrait pas un simple bâtiment à la postérité. Il s'assurait que des millénaires plus tard, l'humanité entière regarderait ce monument non pas comme l'œuvre de simples mortels, mais comme une véritable énigme tombée du ciel, garantissant pour l'éternité que leur création entrait nos esprits.